Je pense que mon action a été nourrie de la peur, pas pour moi, pour les bébés. Quand tu vois le type qui commence à enfoncer ses couteaux dans les poussettes en face de toi. Et donc moi, j'ai décidé d'agir. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Henri d'Anselme. C'est celui qu'on a surnommé le héros au sac à dos qui est intervenu pendant l'attaque au couteau dans un parc pour enfants à Annecy il y a quelques temps. C'est lui qui est arrivé et qui a repoussé l'assaillant. Il va nous raconter tout son parcours. Il a fait le tour de France des cathédrales, d'abord à pied, puis en autostop. Il va nous raconter un peu son parcours et comment il a fait ça. En tout cas, merci d'être là. De plus en plus nombreux. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, on se fait une interview ou un documentaire, parfois aussi sur Légende. En tout cas, merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. Voilà, à chaque fois, on regarde les chiffres et on est toujours aussi heureux et surpris de voir que vous êtes aussi nombreux à arriver. Donc, merci mille fois. Vous êtes entre 100 et 150 000, parfois chaque mois, à nous retrouver en plus et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, à commenter la vidéo aussi. Je sais que Henri sera très heureux d'aller lire les commentaires, de le féliciter pour ce qu'il a fait. C'est quand même assez fou d'avoir autant de courage. Il va nous raconter ça. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo et puis la petite cloche aussi qui permet d'avoir une notification lors de la prochaine sortie de vidéo. Et on est en podcast audio si ça vous dit de nous écouter quand vous faites du sport, si ça vous dit de nous écouter quand vous êtes au boulot, en voiture, pendant les transports, n'hésitez pas. Vous pouvez même les télécharger d'ailleurs sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple. On est numéro 1 des podcasts en France. Donc merci mille fois à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti avec Henri d'Anselme, le héros au sac à dos d'Annecy. Sur Légende, on y va. Bonjour, je suis Henri d'Anselme. J'ai fait un grand tour de France des cathédrales et je suis intervenu lors de l'attentat d'Annecy le 8 juin 2023, une attaque au couteau. Et je viens aujourd'hui sur Légende vous parler des cathédrales de France. Ben voilà, bienvenue Henri, je vais te reprendre le clap. Merci, bienvenue. Tiens. Merci beaucoup. C'est plaisir de te recevoir. Mais on peut se serrer la main aussi. Bienvenue, tu as sorti un livre depuis, on te voit avec le sac à dos, ça s'appelle Henri d'Anselme, le héros au sac à dos sur le chemin des cathédrales chez Fayard. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, on va en parler de ton parcours, il y a tout à l'intérieur, on va essayer de reprendre les infos importantes qui peuvent être intéressantes pour l'émission. Et puis sur le podcast audio, je vous mettrai le lien cliquable aussi pour aller chercher tout ça. Dans ton livre, tu racontes plein de choses, tu racontes ton parcours et surtout pourquoi tu as fait un tour des cathédrales, comment tu t'es retrouvé là-bas. C'est pas du hasard en fait, c'est tout un processus. Tu as pendant des années préparé après le moment où malheureusement la cathédrale Notre-Dame a brûlé. Oui, ce qui a d'ailleurs été le déclencheur de mon aventure. Quand ça a été une expérience... d'ailleurs, tout le monde peut se souvenir de l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais c'est vrai que l'incendie de Notre-Dame de Paris a été le déclencheur de tout ça. Et j'introduis mon livre sur l'incendie et je termine mon livre sur la renaissance de Notre-Dame de Paris. On aura l'occasion d'en parler. Parce que la renaissance de Notre-Dame de Paris est pour moi un signe très fort pour notre génération. Tu vas nous raconter, tu as pu y aller à Notre-Dame de Paris, à l'inauguration. Tu avais demandé au président de la République, après avoir justement été le héros au sac à dos lors de cette attaque au couteau d'Annecy. Félicitations encore, tu as eu le courage d'y aller. Merci. Non, mais c'est facile de raconter ça sur un plateau télé, mais le jour où ça arrive, c'est plus dur d'y aller. Hein. Oui. Il y a déjà beaucoup moins de monde qui irait, parce qu'il fallait y aller. Il y a une part de pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas, et il y a quand même une part de volonté. C'est-à-dire qu'il y a un démarrage, c'est-à-dire qu'il y a un acte, comment dire. Au moment où tu te rends compte de ce qui se passe, au moment où tu comprends que c'est pas un vol de téléphone, mais que c'est une attaque au couteau parce que tu vois un couteau de 20 cm dans la main de l'agresseur, t'as une demi-seconde pour poser un acte de la volonté. Le choix, il est triple. Soit tu fuis, soit tu filmes, soit tu agis. Et donc, moi, j'ai décidé d'agir. Je pense nourri aussi par quelque chose. Mais une fois que tu as décidé d'agir, après, le cerveau, tu deviens complètement un animal. Tu vas nous raconter ça après. On va faire le parcours, mais okay. Pour en arriver là, justement, comment tu te retrouves là? Pourquoi tu te retrouves à ce moment-là, à tel endroit? C'est assez fou l'histoire. On va revenir après en détail sur le parcours, mais juste que vous sachiez, voilà, 14 ans, tu rêves de faire un tour de France des cathédrales à cheval au départ, ton objectif. Oui. Tu vas te lancer dans un tour des cathédrales au départ à pied en 2023, puis en autostop pour finir, parce que c'est beaucoup trop long, sinon tu ne pourras pas tout faire. Et c'est le 8 juin 2023 où tu vas t'interposer pendant l'attentat au couteau d'Annecy. Tu as visité plus de 180 cathédrales et sanctuaires religieux. Alors, il y en a environ 180 en France, j'en ai visité un peu plus de 150. D'accord, t'as quasiment tous quand même. Hein. Oui, il me reste une petite trentaine. T'as 26 ans, toi, c'est ça? Oui, 26 ans, oui. Et tu vas recevoir la Légion d'honneur, enfin tu as reçu en 2024, tu reçois la Légion d'honneur des mains de ton grand-père. On va revenir sur ce parcours qui est assez fou. Juste, t'es né le 3 septembre 98. Meilleure promo. À Versailles.
Ouais. Tes parents sont cathos pratiquants, sont catholiques pratiquants. Tu reçois l'éducation catholique ou c'est toi qui vraiment aussi rentre dedans encore plus que tes parents? En fait, c'est ça qui... Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille très catholique, très pratiquante. Je suis le 2e sur 7 enfants. De la même mère, je précise. Et donc, bravo maman. C'est chaud, 7 enfants, c'est chaud. Hein. Non, c'est super. Donc, ouais, famille catho, très pratiquante. Donc, en fait, au départ, tu reçois à la foi. Jusqu'à un moment où tu la remets en question forcément. Souvent, ça arrive au moment de l'adolescence, quand tu commences à réfléchir par toi-même, quand tu te poses des questions, etc. Et après, souvent, parce que la foi catholique, par échelon, c'est une foi qui est très personnelle. Il y a aussi un peu de la volonté dans la foi catholique. Et moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir l'intérioriser assez rapidement, à la fin de la terminale. Ton quotidien, t'es élevé là-dedans, c'est-à-dire est-ce que tu fais, avant de dîner, par exemple, les bénédicités avec toute la famille, vous levez Oui, c'est ça. Et, en fait, c'est simple. Nous, on a plusieurs choses qui rythment la journée en famille. Au niveau de la prière, on a la prière du soir. Donc, ça dure 10 minutes, tous en famille, ensemble. Et avant de coucher les petits. Tu vois. Et après, on a le bénédicité à table. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors en fait, c'est une manière de remercier Dieu et de bénir la nourriture que tu vas prendre. Donc, bénédicité, ça peut être bénissez Seigneur la table, ceux qui l'ont préparée, et procurer du pain et de la joie à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et après, tu dis Amen. Et après, on dit Amen. Et vous pouvez manger. Voilà. Tu sais, c'est comme dans un film américain où tout le monde se donne la main et retient. Nous, c'est pareil, il faut qu'on se donne pas la main. Voilà. T'as une enfance plutôt heureuse, oui, carrément. entourée de... Donc, t'as 7 frères et sœurs. Enfin, vous êtes 7. Donc on est 7, donc j'ai 6 frères et sœurs. Ouais. Et donc, il y a un moment donné où, à l'adolescence, t'es un peu moins intéressé par la religion, tu disais, pour reprendre bien le parcours. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, forcément, où tu te poses des questions, quoi. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'était plutôt, qu'est-ce que ça veut dire? Et où est-ce que ça va m'emmener? C'est plutôt ces questions-là. Mais en fait, comme je te dis, fin de la terminale, je me retrouve dans un temps de prière en commun, dans une chapelle. Et là, c'est très bizarre à dire parce que c'est quelque chose qui est très intime, etc. Mais j'ai fait la rencontre de Dieu. Donc, à un moment, tu perçois un truc et tu comprends que c'est vrai et tu décides de lui rendre son amour. Moi, en fait, ça s'est fait en... Je suis passé d'une foi reçue à une foi acquise. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, on a... En étant tout seul? Tout seul. Long moment de prière dans une chapelle, magnifique chapelle en Italie, très baroque d'ailleurs. Ouais. T'écris dans le livre, tu dis « Tous les ans, nous partons en famille pèleriner sur les chemins de la Beauce, depuis Notre-Dame de Paris. » Donc vous faites des pèlerinages quand même, c'est pas... Ça, oui. Ça a été appris en fait. Oui. Ça ressemble à quoi, ces pèlerinages, quand t'es petit? En fait, nous, moi je pèlerine depuis que je sais marcher. C'est mon père, il nous emmène tous les ans sur le pèlerinage de Chartres. Donc on va de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la cathédrale Notre-Dame de Chartres au moment de la Pentecôte. Et on est des milliers. On est des milliers ces dernières années. On était 17 000 pèlerins, 17 000 ou 18 000 pèlerins. Donc t'imagines la colonne de 6 km qui se déplace dans les champs. À pied, vous faites tout ça à pied. Ouais, à pied. Mais donc ça c'est... ça, on va dire, tu te poses même plus la question. C'est tellement naturel de le faire tous les ans qu'on le fait tous les ans. Ça prend combien de temps et ça fait combien de kilomètres? 3 jours 3 jours sans borne. 100 km? Oui. Oui. Alors, quand t'es petit, quand t'as 7, 8 ans, 10 ans, tu fais pas les 100 bornes. Mais t'as d'autres parcours raccourcis avec des bus, etc. Mais quand t'es adulte et que tu le fais en intégralité, c'est 100 bornes. C'est quoi l'ambiance dans un pèlerinage comme ça? Vous êtes 18 000, tu dis, c'est quoi l'ambiance? Alors déjà, t'es par chapitre. Donc, t'es en groupe de 50. Et c'est hyper bon enfant, hyper sympa. On marche ensemble. Alors, t'as des temps de prière qui rythment un peu la journée, mais c'est pas tout le temps. Et puis sinon, c'est bonbons, chants, rigolade, discussion. En fait, c'est une sorte de randonnée à plusieurs, ensemble. Oui, mais en fait, justement, donc ça, c'est ce qui m'a nourri quand j'étais enfant. Et c'est comme ça que, très naturellement, dans ma tête, le lien aventure-cathédrale s'est fait. Depuis tout petit, si tu veux, pour moi, cathédrale égale aventure, à pied. Et donc, à un moment... Quand j'étais en vacances avec ma mère, dans la voiture avec ma mère, et que je me retourne vers elle, et comme ça, de but en blanc, je lui sors, un jour, maman, promis, je ferai le tour de France des cathédrales. À l'époque, c'était à cheval. Sauf que je ne sais pas monter à cheval, donc je l'ai fait à pied.
Mais si tu veux, pour moi, c'était normal. Moi, c'était pas un pèlerinage que je voulais faire en visitant toutes les cathédrales de France. C'était une grande aventure à travers la France. Je voulais découvrir mon pays, je voulais découvrir les Français, je voulais découvrir les paysages de France. Je voulais juste vivre une aventure. Tu sais, à la fin des études, il y en a plein qui vont faire des années sabbatiques. Moi, j'ai plein de potes, j'en ai qui sont partis en Inde, d'autres qui sont partis à travers l'Amérique. Enfin, tu vois. Ouais, voyager, quoi. Ouais, exactement. Tu as envie de voyager quand t'es jeune, normal. Mais moi, je voulais faire ça, mais en France. Sauf que pour moi, c'était tellement naturel d'aller de cathédrale en cathédrale que je me suis dit, bon, je sais qu'on a plein de cathédrales en France, qu'elles sont à peu près uniformément réparties sur tout le territoire. Donc, je vais faire le tour de France des cathédrales. Tu vas nous raconter après ce que tu as vu de plus beau et tout, c'est intéressant. Et tu dis, je me souviens d'un rire, celui de ma mère, c'est le moment où tu lui annonces au début, quand tu lui dis, tu as 14-15 ans, tu dis, tu lui annonces que tu fais le tour du monde, le tour des cathédrales, pardon, à cheval, puis elle éclate de rire. Oui, parce que, ouais. Et tu dis, oui, bien sûr, c'est ça. Oui, c'est ça, mon fils, c'est bien. C'est bien. Continue de rêver. Tu vois. Et pourquoi la rigolade? En fait, moi, je l'ai pris au sérieux. Moi, j'ai gardé ça comme une idée folle. Et en fait, je suis passé du stade d'idée folle à projet devant l'incendie de Notre-Dame de Paris. Voilà, 15 avril 2019. Tout le monde est capable de nous raconter ce qu'il faisait ce soir-là, tellement ça nous a tous traumatisés. Tu peux me raconter ce que tu faisais ce soir-là, tu t'en souviens? Cet après-midi, d'ailleurs, c'était une après-midi. Oui, c'était une après-midi, ça a commencé à 18h. Oui. C'est ça. Et donc moi, ça m'a marqué, mais comme tout le monde, je rentrais des cours, je suis dans le RER quand je commence à voir le truc, j'arrive à la maison, on s'est scotché devant la télé, quoi. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ce soir-là, on a tous fait une expérience intime très forte, la même, qui est celle que on a goûté à la perte de quelque chose qu'on ne savait pas que ça nous était précieux. Notre-Dame de Paris, c'est comme du pain sur la table. Quand il est là, personne n'en parle, personne ne le remarque. Quand il n'est pas là, tout le monde gueule. Notre-Dame de Paris, c'est la même chose. Quand elle est là, on oublie qu'elle est là, mais quand elle n'est pas là, en fait, ça nous était essentiel. Et donc, en fait, comme on a fait tous la même expérience en même temps, de façon très brutale, de la perdre, ça nous a tous choqués, traumatisés. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je rende un hommage. Le projet d'aventure, idée folle que c'était, est devenu une démarche déjà plus intime, plus patrimoniale, plus j'ai envie de rendre un hommage. Et puis après, plus tard, en réfléchissant, en discutant avec des amis, etc., je me suis dit, et en plus, je vais le faire pour transmettre. Donc je vais me mettre en scène dans mon aventure à travers les réseaux sociaux. Voilà. Mais beaucoup moins de gens te suivaient avant qu'après, finalement. On va en parler, mais ça t'a fait gagner. Finalement, tout est un peu. T'as l'impression que tout est un peu écrit ou qu'il n'y a pas de hasard. Quand tu vois. Tu sais, on en parle au début. J'ai la foi. Moi, je ne crois pas à la chance. Je crois en la providence. Tu sais, c'est Einstein qui disait ça, je crois. La chance, c'est Dieu qui se balade incognito. C'est un peu ça, la providence. C'est la bienveillance de Dieu sur le monde qui ajuste les choses, toujours en respectant notre liberté, mais pour que le meilleur arrive. Quand tu as 12 ans, tu vas entendre une phrase qui va te marquer, ton engagement un peu. C'est sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, c'est ça, hein? C'est quand tu as 12 ans? Oui, c'est 12 ans, c'est la promesse scout. Tu peux la dire Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, la patrie et l'Europe. Et à aider mon prochain en toutes circonstances. Oui. C'est plus facile, j'ai sur la fiche. Oui. Et ça va te marquer? Mais bien sûr. Mais en fait, c'est hyper beau. Moi, j'ai été scout pendant très longtemps. J'ai grandi dans les bois, si tu veux. La semaine, j'étais à l'école et le week-end, j'étais soit avec mes copains, soit dans les bois toujours avec mes copains. Et donc moi, j'ai grandi auprès du feu quand il fait 0 ou moins 5 degrés, au fond de la forêt de Marly-le-Roi de Saint-Germain-en-Laye. On se mettait sur la gueule, on construisait des fortins. C'était à qui t'as pris le plus, tu vois. C'est quoi des fortins? Tu fais des gros... En fait, il y avait plein de jeux, plein de grands jeux au scout. Souvent, ce qui était génial, moi, ce que j'aimais le plus, c'était les batailles de fortins. Donc chaque patrouille construit un gros fortin dans la forêt et le but, c'est de prendre d'assaut le fortin de l'autre pour récupérer un petit fort, quoi. Trésor. Ouais, c'est ça. Pour récupérer un trésor, un machin, etc. Puis après, les chefs construisaient des histoires autour de ces jeux-là, et puis on se retrouvait plongé, soit dans la Première Guerre mondiale, soit à l'époque de la guerre de 100 ans. Enfin, c'était génial. Donc moi, j'ai grandi dans cet univers-là, et en fait, je trouve que le scoutisme est quelque chose de très fondamental. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment, en début d'année, sur le sujet, qui montre que les scouts sont beaucoup plus engagés dans la cité que les autres, tous les anciens scouts. Mais c'est énorme la proportion. La différence de proportion est énorme. Parce qu'en fait, à 12 ans, justement, tu vas promettre sur un texte pareil. Ça veut dire que devant tous tes potes, devant tous les grands
ceux qui ont 16 ans, mais toi, tu as 12 ans, donc tu les regardes, waouh. C'est des vieux, quoi. Ouais, moi, j'avais pas de grands frères, c'était mes grands frères, tu vois. Et tu vas dire un texte aussi fort, je promets, sur la grâce de Dieu, à servir de mon mieux, toute ta vie, Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe. Et à servir mon prochain en toutes circonstances. À 12 ans, tu dis ça. C'est hyper fort. Attends, je vais venir sur Notre-Dame. Oui. Tu dis, et brûle, etc. Tu penses que tu n'aurais pas fait tout ça s'il n'avait pas brûlé? Oui. Je pense que l'idée folle de Tour de France des cathédrales serait restée une idée folle et qu'il a fallu que Notre-Dame de Paris brûle pour que je me bouge. Mais en fait, ça, c'est pas que moi. Du coup, en faisant mon grand Tour de France des cathédrales, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde, notamment de gens engagés dans la sauvegarde du patrimoine, que ce soit des bénévoles qui travaillent pour faire des visites dans les cathédrales du patrimoine, soit d'ailleurs des conservateurs du patrimoine, des architectes, des curés, des sacristains. Et tous m'ont dit, et même des responsables régionaux, patrimoniaux, des gens qui bossent au niveau de la région sur la question. Qu'est-ce que c'est qu'un sacristain? Un sacristain, c'est la personne qui n'est pas un religieux, mais qui, on va dire, qui a la charge pratique de l'édifice. Fermeture, ouverture des portes, allumage des bougies, préparation des messes, tout l'aspect pratique. Quoi. Voilà. Tu as préparé ton voyage, ça va se passer en 2019, tu vas faire ton tour de France le 26 mars 2023. C'est le départ. Pourquoi cette date-là? Pourquoi tu as donné une date? Alors le 25 mars. Le 25 mars. Oui, le 25 mars. Parce que 25 mars 2023 jusqu'au 25 décembre 2023, donc c'est 9 mois. Et en fait, sur le calendrier liturgique catholique, ça correspond à la fête de l'Annonciation. Donc tu connais certainement, tu sais, les tableaux où tu vois l'ange qui apparaît à la Vierge Marie et qui lui annonce « Tu vas enfanter d'un fils, tu l'appelleras Jésus ». Donc ça, c'est l'Annonciation jusqu'à la Nativité, Noël, où Jésus naît. Donc en fait, c'est les 9 mois de grossesse de la Vierge Marie. Moi, j'aime énormément la Sainte Vierge. Si je suis catholique, c'est grâce à elle. Pourquoi? Parce que je trouve que ça... Voilà, c'est une question. Attends, si tu me permets, je termine juste. Vas-y, bien sûr. Donc 9 mois, et moi je dis, tiens, 9 mois, c'est 9 mois de la grossesse de la Sainte Vierge, et c'est 9 mois d'aventure, je trouve que ça va bien. Comme ça, en fait, je savais que j'avais une date limite aussi, et que du coup, j'allais pas me perdre, j'allais pas devenir vagabond pour l'éternité, tu vois. Ouais, tu t'es dit, tiens, c'est une parenthèse. J'ai un début, une fin, mes parents savent que je vais rentrer, et voilà. Donc tu vas partir donc le 25 mars 2023. Comment tu fais au niveau de l'argent? Parce qu'il faut un peu d'argent pour vivre. Est-ce que tu te dis que tu vas te débrouiller au quotidien? C'est vrai? Tu sais, j'étais au chômage, je me suis engueulé avec Pôle emploi. Donc j'ai été viré des listes d'indemnisation. Mais non. Si. Je l'avais pas dit à mes parents. Et donc j'avais un peu bossé d'ailleurs dans le patrimoine, dans le monument historique avant. Donc j'ai eu la chance de travailler sur un édifice monument historique avec des compagnons du devoir pendant deux mois avant. Donc le propriétaire du chantier m'avait un peu payé, enfin m'avait même très bien payé, et je le remercie parce que c'est lui aussi qui m'a dit « Henri, ton projet, il faut que tu le fasses, il faut que tu partes ». Donc tu avais un petit peu d'argent. J'avais un petit peu d'argent, mais ça se comptait en quelques centaines d'euros. Ah waouh. Pour partir de 9 mois, c'est juste. Ouais, donc j'avais dépensé, j'avais acheté mes chaussures, j'avais acheté mes bâtons de marche, j'avais acheté un peu de vêtements et un sac, tu vois. Et je suis parti. Donc j'avais ma carte bleue pour me payer les déjeuners, mais ma logique, c'était de mendier mon logement et mon dîner. Donc c'est ce que je raconte dans mon livre. Je dis en fait, quand j'arrive et que je toque chez les gens, je demande pour 2 choses simples. Un toit, une douche. Voilà, je veux juste être abrité de la pluie et avoir une douche. Mais attends, tu manges à chaque fois, tu trouves quelqu'un qui t'invite à manger. Mais en fait, c'est ça qui est fou. C'est que les Français sont hyper hospitaliers. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ça, ça m'a beaucoup marqué. Alors c'est pas du tout la première fois que je voyageais sous ce mode de transport. Que je voyageais à pied en mendiant mon logement. En revanche, c'était la première fois que je le faisais seul. Oh, attends, c'est pas dangereux? Tu te retrouves pas chez des gens un peu bizarres? Si, mais tu les repères. Tu les sens. Puisque tu sonnes aux portes, genre t'arrives, tu ne sais pas où tu dors chaque jour, ou tu n'appelles pas, on est d'accord? Tu fais pas ton programme de 9 mois à l'avance? Alors ça dépend de là où je vais. Dans les grandes villes, tu es d'accord avec moi que c'est compliqué de faire du porte-à-porte. Donc dans les grandes villes, j'appelais 1 ou 2 jours avant, grand max, j'appelais la paroisse. Je prévenais et je disais s'il y a un paroissien qui est capable de m'accueillir, mais du coup je savais pas chez qui je dormais. Et souvent c'était soit le curé, soit la dame de la paroisse qui met un texto dans les réseaux et qui fait Henri arrive, c'est un pèlerin, il fait le Tour de France des cathédrales, s'il y a qui peut l'accueillir. Ou alors c'était souvent d'ailleurs le curé qui me recevait chez lui aussi. Ah oui. Ou alors, mais sinon ouais, dans
sinon, c'était vraiment dans les petits villages, surtout dans le sud de la France, où il y a des petites cathédrales, dans des petits villages. Tu sonnais parfois pour le soir même? Oui. Attends, mais alors... Et en fait, tu commences à discuter, les gens te regardent comme ça, tu sais, t'as les sourcils qui font comme ça, c'est qui se pareil. Ils te jugent, en fait, ils essaient de se dire, tiens, est-ce qu'il est bizarre ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis après, tu discutes. Après, tu développes un savoir-faire, j'ai envie de dire. Tu développes le savoir-faire de savoir discuter avec eux, de débloquer la conversation. Je me souviens d'une discussion, d'ailleurs, je crois que je le raconte dans mon livre. À un moment, c'est génial. Je fais vraiment tout le village. C'était dans les Alpes. Tout le monde me renvoie. Nanana. Non, mais il y a un logement à la mairie, vous pouvez sonner. Oui, mais la mairie, elle est fermée. On est lundi après-midi, le maire, il est pas là, vous êtes 60 dans le village. En bout d'un moment. Puis après, la dernière maison me dit non, mais il y a l'ancien maire qui habite à l'extérieur du village, à 2 bornes. Allez le voir, peut-être qu'il pourra vous aider de ça. Donc je refais 2 bornes en arrière. Donc tu sais, il est 18h, t'es crevé, t'as fait 25 bornes dans la journée, t'en peux plus. Donc là, t'arrives. Dernière maison, tu sens le nuage qui arrive au loin, tu sens l'orage qui arrive, tu es oh là là, c'est pas cool. T'as pas envie de dormir dehors, ce qui est certain. À aucun moment, t'avais gardé un peu d'argent pour payer un hôtel si jamais t'étais vraiment en galère? Non. Je crois que je le raconte dans le livre, j'ai fait des auberges de jeunesse au début. Mais parce que c'était dans des villes de la Côte d'Azur ultra touristiques où c'est impossible de se loger. Mais en fait, du coup, après, il y a un épisode extraordinaire en auberge de jeunesse où je me retrouve avec des jeunes des 4 coins du monde. Enfin, c'est extraordinaire. Mais donc là, j'arrive dans cette maison et je vois la dame qui cuisine, la fenêtre ouverte. Je m'approche, je dis bonjour madame, excusez-moi, machin, etc. Donc on commence à discuter. Mais tu sens que non, elle va pas t'accueillir, quoi. C'est non, ouais, je prépare pour mon mari, machin, etc. Bon, du coup, tu provoques les discussions. Bon, moment, t'es bon, bah. Et là, je regarde sa porte et elle avait un coquillage des chemins de Saint-Jacques sur sa porte. Et du coup, je dis, mais vous êtes pèlerin, vous aussi, vous avez fait les chemins de Saint-Jacques? Elle fait, oui, j'ai fait les chemins de Saint-Jacques il y a quelques années avec mon mari, c'était super. Et là, du coup, un point commun. Je sais, bah, moi aussi, je suis un pèlerin, je suis vraiment dans cette démarche-là, je vis la même chose que vous, seulement je suis pas sur les chemins de Saint-Jacques, du coup, il n'y a pas d'auberge. C'est pour ça que je sonne chez vous. Et là, du coup, elle lève un sourcil, elle lève 2 sourcils. Là, du coup, t'as un terrain commun sur lequel tu peux commencer à parler. Oui, il faut trouver un... Voilà. Et à la fin, je pense vraiment, au bout d'une demi-heure, de discussion, j'étais vraiment genre sur son palier, j'étais pas bienvenu. Hein. Elle était dans sa cuisine, elle continue de discuter, juste sa fenêtre ouverte, etc. Elle n'osait pas la refermer par politesse, tu vois. Puis maintenant, elle te regarde, elle fait bon, allez, rentrez, j'ai ce qu'il faut pour dîner. Oh la vache. Elle t'accueille à dîner, puis pendant le dîner, elle fait bon, allez, c'est bon, restez dormir, on a de la place. Ça, c'est sympa. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est rigolo, tu rencontres des gens super après. Mais en fait, il y a aussi un autre truc qui m'a beaucoup marqué. Quand t'es pèlerin, tu sais que les gens vont jamais te revoir. Ils te connaissent pas, ils vont jamais te revoir. Et t'es dans une démarche où tu t'es un peu extrait du monde. Moi, je le dis à un moment, pour inscrire tes pieds sur l'horizon. Pour lever ton regard et le fixer sur l'horizon et reprendre un rythme de vie complètement naturel. Au bout d'un moment, t'as plus besoin de réveil. C'est le soleil qui te réveille. Tu vois? Donc les gens savent ça. Intuitivement, ils le savent. En 20 minutes, quand tu poses les bonnes questions, ils te lâchent tout. Ils te lâchent tout. Toute leur merde, toute leur histoire, etc. Le nombre de larmes que j'ai récoltées. Ça a été hyper fort. Vraiment. Et donc, la seule chose que je leur dis, tu récupères un peu, ils te racontent toutes leurs histoires, toutes leurs difficultés familiales, économiques, enfin tout. Et à la fin, tu leur dis, bon, bah, je vous emmène avec moi dans mon sac à dos et je vous dépose dans la prochaine cathédrale. Et c'était ce que j'avais de plus beau à dire, en fait. Tu vois? Tu partais sans téléphone? Non, j'avais mon téléphone. Non, quand même. Bah, en fait, je diffusais mon aventure sur les réseaux. Parce que mon objectif, c'était de parler de la beauté des cathédrales, tout ça. Mais ça a bien marché en 2 mois et demi. Donc j'ai vraiment vécu 2 mois et demi à fond l'aventure en étant complètement incognito jusqu'à Annecy. Et en 2 mois et demi, j'ai pris 12 000 abonnés. Je suis parti de 0. Putain, c'est bien. Donc c'était la preuve que ça marchait, que les gens étaient sensibles à la démarche et que les gens étaient sensibles aussi à ce que je leur montrais. Est-ce que tu as rencontré vraiment des gens où tu as eu peur un peu? Tu t'es dit, tiens, ils sont quand même très bizarres. Oui. Où tu mangeais chez eux, tu étais là, tu regardais ce que tu avais dans ton assiette pour pas te faire endormir, quoi. Non, en revanche, non. En revanche, quand je sentais vraiment que c'était bizarre, au bout d'un moment, tu apprends à les sentir rapidement. Donc là où tu mets fin à la discussion et tu t'en vas. T'as eu quoi, par exemple? Mais là où j'ai eu très peur, je me souviens d'un gars, parce qu'après, j'ai commencé à faire du stop, parce qu'au bout de 2 mois et demi d'aventure à pied, tu sais, t'as ton genou et ton dos qui commencent à faire bon, Coco, ça va. On a compris. Bon, t'as eu ta dose là. Donc, et la technologie, ça existe en fait. Et puis après, tu sais, la France est grande. Je fais pas un tour, mais je fais un zigzag de France. Ouais. Tellement les cathédrales sont partout en fait. Donc il a fallu que j'accélère. Donc j'ai commencé à faire du stop à un moment. Et à un moment, un gars qui m'a pris en stop. J'ai cru que j'allais mourir. C'est vrai. Puis tu sens la voiture, il s'arrête, donc tu peux pas dire non. La voiture rouge branlante.
qui s'arrête. Le vieux, tu sais, qui trempe comme ça. Il a, je sais pas, il a des affaires de pêche derrière, etc. Enfin bref, le mec. En plus, on était dans les Alpes, donc les petites routes de montagne, t'as la falaise et le ravin. Tu vois? Et le mec t'emmène. J'allais dans un truc qui était dans un village qui était à 2500 mètres d'altitude. Et le mec, il m'emmène là-bas. Et plus ça va, plus il t'explique qu'en fait, c'est pas sa voiture. Qu'il a eu un arrêt cardiaque, du coup qu'on lui a retiré le permis pendant 2 ans, mais rien ne va, genre le truc mais rien ne va, et tu sens la voiture qui tremble, qui a du mal dans les côtes, là tu t'accroches, tu fais wow. Non mais ça va, c'est pas dangereux non plus, genre zinzin qui veut te faire du mal, tu vois. Non. C'était plus dangereux sur la route. Ouais. Non, qui veut faire du mal, qui veut me faire du mal. J'ai senti des dégâts pas très nets, mais tu les évites. Franchement, tu les évites. En fait, il s'arrête, si tu fais du stop et que tu sens pas le gars, tu dis que tu faisais pas du stop, tu faisais bravo pour ça. En vrai, ça m'est arrivé une fois de mettre un bravo ta voiture, gars, avec le pouce en l'air. Ouais, c'est un peu bizarre. En vrai, quand c'est du stop, tu le fais pas trop. Et de moment, tu te retrouves dans des situations cocasses, tu te retrouves avec des dames extraordinaires qui sont fondamentalement amoureuses des chiens, mais dans leur voiture, c'est trop, quoi. T'as 5 chiens dans la voiture, t'es assis sur une couche de poils. Ok. Enfin, tu vois, c'est trop marrant. Mais ouais, non, mais les gens vraiment malveillants, tu les évites. Franchement, tu les sens et tu les évites. Après, c'est ça qui est cool aussi, c'est de rencontrer plein de... Ouais. Mais tu sais, moi, c'est ça ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point les gens sont bienveillants. Vraiment. Tu vois, mon livre, j'ai vraiment voulu comme ça. Je l'ai voulu comme le témoignage de tous ceux qui m'ont accueilli gratuitement, qui m'ont offert leur générosité et leur sourire, tu vois. Mais tu mangeais où le midi? Parce que tu dis tu manges le soir chez les gens. Bah, le midi, tu sais, tu marches. Donc, soit tu as une petite boulangerie, tu attrapes un sandwich, soit tu vas dans le Leclerc de la sortie de la ville ou du village où il y a ta cathédrale, tu attrapes ta salade et tu continues, quoi. Tu dois quand même maigrir, non, rapidement? Ouais, j'ai perdu 4 kilos en 2 mois. Et puis déjà pas très gros, donc en plus, c'est ça. Mais après, je me suis stabilisé. Tu vas faire de l'autostop, donc du coup, c'est un prêtre qui te dit, écoute, si t'arrives pas à finir à pied, c'est pas grave. Ouais, en fait, il y a un moment, c'était dans les Alpes, d'ailleurs, c'était à Embrun, à la cathédrale d'Embrun, qui est magnifique. J'étais crevé, j'en pouvais plus, j'étais vraiment au bout de ma vie. C'était 3 semaines avant Annecy, je crois. Et je lui dis, en fait, il m'accueille chez lui, et je lui dis, en fait, il s'appelle Thibaut, ce prêtre. Et en fait, Thibaut, je suis épuisé, est-ce que je peux passer genre 3 jours chez toi à me reposer? Il fait, non, mais il n'y a pas de souci, franchement, tu fais ce que tu veux. Je sais, il avait même pas, il devait avoir 8 ans de plus que moi. Donc, jeune prêtre, archi dynamique, machin, etc. Hyper sympa. Et il me fait, mais vas-y, repose-toi, etc. Et donc là, déjà, je dors. Puis après, je commence à... Là, pour le coup, c'est moi qui commence à parler. Tu vois, au bout de 2 mois d'aventure, t'as vu quand même beaucoup de choses. T'as ton corps qui... Première pause, un peu de 2-3 jours, tu fais bon. Et là, et du coup, je commence à lui lâcher des trucs et à réfléchir aussi sur ce que j'étais en train de vivre. Moi, j'avais vraiment très mal au genou, le bas du dos aussi qui commençait à tirer. Je disais, mais en fait, je me suis lancé dans un défi, mais le défi, j'étais con, j'étais complètement fou. Faire 9 mois à pied à travers la France, avec un 5 de 20 kilos sur le dos, au bout d'un moment, ton corps a dit non, et c'est normal. Il fait, mais en fait, Henri, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux en premier? Est-ce que tu veux vivre l'aventure? Je lui ai fait oui, mais est-ce que tu l'as déjà pas vécu, l'aventure que tu voulais vivre? Je lui ai dit, bah, si. Il fait, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux vivre? Je lui ai dit, bah, maintenant, moi, ce que je veux, c'est j'ai commencé à découvrir beaucoup de cathédrales, à sentir qu'est-ce que ça représentait. Moi, tu sais, il y a 2 questions à l'origine de ma démarche. La première, c'est pourquoi il y a autant de cathédrales en France? Et deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire de nous aujourd'hui? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire de notre pays? Comprendre ton passé, quoi. Exactement. Et comment on doit le recevoir pour pouvoir après le transmettre. Tu vois? Et du coup, il m'a dit, bon, bah, est-ce que ce serait pas ça maintenant ton aventure? Et en fait, c'est lui qui m'a fait comprendre que ma mentalité avait évolué et que de la volonté d'aventure pour moi, j'ai voulu vivre une aventure pour les autres. Et je me suis dit, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est transmettre la beauté de ce patrimoine. Et donc, il m'a dit, bah, donne-toi les moyens de le faire. Donc, il va falloir que tu ailles visiter un maximum de cathédrales. Pour visiter un maximum de cathédrales, il faut que tu accélères. Tu vas arriver à Annecy. Oui. Juste avant de parler justement d'Annecy et de cette... quand tu t'interposes lors de l'attaque au couteau là, sur le parc pour enfants, qu'est-ce que tu as vu de plus beau? Si, tu vois, certains veulent faire pareil que toi, mais qui sont trop âgés ou qui ils peuvent pas marcher autant que toi, etc. Si tu devais dire la chose que tu as vue la plus belle en France, tu vois, dans toutes les cathédrales, dans tous les lieux. Parce que je pense que la chose la plus belle,
il y a vraiment deux choses. C'est un peu la première, c'est vraiment une réponse facile, mais c'est vraiment très vrai. C'est le sourire des gens. Je me suis nourri du sourire des gens. Vraiment. Deuxième chose qui m'a vraiment... je sais pas si t'as déjà fait de la rando un peu. Si, beaucoup, j'adore. Beaucoup. Tu sais, t'as toujours un moment... T'en as fait sur plusieurs jours? Non. En dormant dehors, etc. Non. C'est maximum une demi-heure. Non, pas trop. Mais tu vois, quand non, j'ai fait des grandes randonnées. Enfin, oui, peut-être. Mais t'as déjà fait une grosse journée, tu vois. Oui, des 20 km, etc. Oui, bah t'arrives le soir, t'es claqué, t'es un peu dans un état second et un peu dans une euphorie. Et tu te retrouves dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. T'es sur un piton rocheux. T'as un coucher de soleil sur la mer Méditerranée, avec autour de toi un paysage de garrigue extraordinaire. Et là, tu te dis, je suis complètement libre. Je ne dois rien à personne. Je suis en train de réaliser un rêve. Je suis heureux. Je suis heureux. Et là, tu fais, putain, je suis heureux. Et là, je te jure, j'ai eu un moment mais presque. Tu te sens bien, quoi. Ouais, un moment de grâce, vraiment, t'es là en mode. Je sais pas ce qui se passe dans le corps, mais toutes tes hormones te mettent bien. Tu vois ce que je veux dire? T'as à la fois la fatigue physique qui se. Et puis le bonheur mental qui se rajoute au bonheur physique. Enfin, waouh. T'as dormi dehors déjà? 4 fois. En 9 mois, j'ai dormi 4 fois dehors. Sur mon aventure. Ouais. Pour te dire la générosité des gens aussi. Hein. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et en termes d'architecture, là, tu me cites un beau moment. Est-ce que, parmi toutes les cathédrales, tu vois, j'avais noté, j'avais pris des photos. Alors, je voulais te faire un... Tu connais GeoGuessr, non? Oui. Je connais le principe, on voulait faire une sorte de GeoGuessr, mais on s'en fiche, c'est même pas le sujet. Okay. On va citer des cathédrales que tu vas reconnaître. Tu vois, j'avais pris un petit bout comme ça, mais... Bah ça, c'est Notre-Dame de Paris. Ouais, Notre-Dame de Paris. Oui. Tu as eu la chance d'être à l'inauguration, avant qu'on parle d'Annecy, mais c'est intéressant. Tu as été invité, on y reviendra tout à l'heure si tu veux bien, parce qu'il y a un rapport avec le président suite à l'attaque. Ça, c'est Jérusalem, ça. Ouais, les murs d'alimentation. On a mis vraiment plein de choses. Ça, c'est Strasbourg. Quelle est la cathédrale ou l'endroit vraiment qui t'a le plus marqué, que tu as pu visiter, où tu t'es dit vraiment là, c'est juste exceptionnel? Alors déjà, sur Notre-Dame de Paris, c'est pas la plus belle. C'est vraiment pas la plus belle. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis dit, mais j'ai envie de montrer toutes les cathédrales, quoi. Il y en a tellement. Bref. Moi, j'ai un top 3 des cathédrales, celles qui m'ont le plus marqué. La première, c'est la cathédrale d'Albi, Sainte-Cécile d'Albi. Top 1. Tu la connais ou pas? Non. Alors, va la visiter un jour. Je vous mets des photos qui apparaîtront à l'image. Mais j'ai envie de dire, ne regardez pas trop les photos, justement. Parce que de l'extérieur, elle ne ressemble à pas grand-chose. On dirait des gros silos à grains en briques rouges, un peu un gros château fort. Quand tu rentres à l'intérieur, j'étais en état de tension nerveuse. J'avais la main qui tremblait comme ça. Et je regardais la cathédrale, je fais waouh. Si tu veux, c'est le mix du gothique français et de la Renaissance et du baroque italien, quoi. Avec la mentalité occitane. Tu l'as fait la cathédrale du Havre? Du Havre, je ne peux plus rentrer dedans parce qu'il y avait un arrêté municipal qui m'empêchait de rentrer dedans parce qu'il y avait des pierres qui tombaient. Elle n'est pas très belle de l'extérieur. Et de l'intérieur, c'est assez fou. Il y a une espèce de silo, quand vous la voyez comme ça, vous dites, tiens, c'est pas incroyable. Et en fait, à l'intérieur, il y a une espèce le clocher, en fait, de l'intérieur, qui est assez fou. On dirait un film un peu de Luc Besson. Ah non, ça, c'est pas la cathédrale. Ça, c'est l'église Saint-Joseph. L'église Saint-Joseph, pardon. Ouais, ouais, c'est une église en béton. C'est un chef-d'œuvre de béton armé. T'as pu ça, je l'ai visité. Et c'est vraiment beau? Ouais. Ah oui, c'est impressionnant. On dirait Star Wars. On dirait Star Wars. C'est assez incroyable, je vous mets à l'image. Alors, numéro 2, pardon. Donc Sainte-Cécile d'Albi, numéro 2, Strasbourg. Pourquoi? Parce que c'est le gothique flamboyant et la folie du Moyen-Âge poussée au max. J'ai fait des vidéos d'ailleurs sur mon compte Insta, où je raconte un peu tous les trucs un peu marrants. T'as des trous du cul sur la cathédrale, on raconte, il y a la légende qui raconte qu'il y a un lac souterrain caché sous la cathédrale de Strasbourg. T'as des petits chiens un peu dissimulés partout, ils ont fait des Easter eggs, tu vois. Ah ouais, ouais. À la façon du Moyen-Âge, quoi, dans l'architecture de la cathédrale. C'est incroyable. Donc ça, et la top 3, je dirais Bourges, parce que c'est du gothique, mais c'est du gothique dépouillé. L'évêque qui a voulu sa construction était un moine cistercien, donc un type plutôt austère. Donc il a voulu faire du gothique parce que c'était quand même Bourges, donc il était quand même prince, machin, etc. Tu vois, l'évêque, il pesait un peu dans le game, tu vois. Donc il me faut une très grande cathédrale, mais je suis quand même moine, donc je vais pas faire des trucs bizarres, tu vois.
C'était austère. Hein. Ouais, donc c'est une cathédrale où tout joue sur la perspective. Avec des grandes colonnades, pas de rupture dans la perspective, dans l'architecture, et un jeu de lumière avec les vitraux qui est absolument extraordinaire. Et tu as pu rentrer quelqu'un après, je te parle de quand tu as sauvé lors d'attaque au couteau des bébés, est-ce qu'on t'a fait rentrer dans un endroit assez incroyable, hormis la cathédrale de Notre-Dame, on y reviendra après. Est-ce que tu as pu visiter, rentrer, vraiment un religieux t'ouvre un lieu incroyable? Mais tout le temps. Tout le temps. Moi, dès que j'arrivais dans une cathédrale, ou non, d'ailleurs, parce que j'ai pas fait que des cathédrales, je fais des basiliques, des trucs comme ça, à chaque fois, je demandais à avoir accès aux parties cachées dont personne n'a accès, auxquelles personne n'a accès. Et parce que justement, c'était ce que je voulais montrer sur mes réseaux. Tu vois, donc j'ai eu accès à des clochers, à des trucs incroyables. Donc, un des moments où j'ai eu le plus peur, j'étais à Tours, à la cathédrale Saint-Gatien de Tours, et j'étais avec le conservateur du patrimoine, donc l'architecte en chef du monument. Celui qui est vraiment en charge au niveau national de sa préservation. Et le gars me suivait un peu sur les réseaux via ses enfants, etc. Et du coup, il m'a fait visiter la cathédrale de Font-en-Comble et il m'a emmené dans la tour nord de la cathédrale de Tours. Et là, tu as une espèce d'escalier en spirale suspendu, qui est une merveille de l'architecture du Moyen-Âge et qui n'est pas visible d'ailleurs par beaucoup de visiteurs. C'est dommage parce que... Donc, c'est un escalier suspendu dans 30 mètres de vide, si tu veux, dans la tour. Donc, tu as un petit pont en pierre, mais genre, les pierres, elles font cette taille-là. Ouais, donc, 30 cm de large, quoi. Ouais. Tu passes sur un petit pont en pierre, tu as une vieille rambarde en métal dessoudée. Oui, tu sens que ça a été... 20 mètres, tu vois. C'est fait du Moyen-Âge, c'est fait au Moyen-Âge. Oui, en dessous, tu as 20 mètres, et puis tu arrives dans un escalier en spirale qui repose sur 3 arcs boutants perchés dans le vide de 30 cm de large et qui montent comme ça en spirale jusqu'en haut de la tour. Mais un truc, déjà, c'est de la dentelle de pierre, c'est absolument magnifique. Mais alors, moi qui ai le vertige... Oh ah waouh! T'as qu'une seule peur, c'est que la pierre qui bouge en dessous de toi, elle se décèle et que tu t'écrases en dessous. Mais t'as le gars, l'architecte du patrimoine en face de toi qui fait non, t'inquiète, ça tient très bien, tu peux y aller. Tu fais, vous êtes sûr là? Vous êtes sûr? Tu vas arriver, tu vas faire de l'autostop justement sur la suite de ton parcours et tu vas arriver à Annecy justement. Oui. Et tu vas décider de t'arrêter. Alors j'ai noté ces 3 jours chez ton oncle et ta tante, hein, tu dis dans le livre. Oui. Donc là, tu dors chez eux. Oui. Tu es tranquille, tu peux te reposer 3 jours sans avoir à changer de lieu à chaque fois, etc. C'est un peu moins fatigant. Et après, tu vas repartir. Mais une dernière fois, tu as envie d'aller voir une dernière fois la cathédrale Saint-Pierre à Annecy. Tu dis, tiens, je vais pas repartir tout de suite, je vais aller la revoir. Oui. C'est le choix qui va tout changer finalement. Exactement. En fait, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que je n'aurais pas dû être là à ce moment-là. Je suis parti à 8h du matin de chez mon oncle et ma tante. Je suis arrivé sur le parc du Paquier, donc c'est le grand parc qui est au centre de la ville d'Annecy, qui est le long du lac. Et je me suis arrêté sur un banc pour contempler le paysage, prier un peu, répondre à mes messages et checker mon itinéraire. Et je reste, je pense, environ 45 minutes, tu vois. Mais j'aurais pas dû commencer ma journée comme ça, tu vois. Normalement, j'enchaîne direct, tu pars, tu fais ton truc et tu traces. Mais là, en fait, le paysage est tellement beau que je me suis quand même assis pour profiter du paysage et commencer à... c'est très beau, le lac d'Annecy. Mais c'est incroyable, c'est un paradis sur Terre. C'est incroyable. Ouais. Et donc, je me relève, et là, il y a 3 chemins qui s'offrent à moi. Soit je continue de vouloir profiter de la vue, et donc je longe vraiment le lac, mais du coup, ça me fait faire une boucle à travers pas directement à travers le parc. Soit je vais voir directement la cathédrale, et donc je prends la rue pour arriver directement au centre-ville. Soit je coupe à travers le Paquier. Sans suivre de chemin précis, je coupe à travers le parc pour aller rejoindre le centre-ville un peu plus loin, etc. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, mais ce n'était pas du tout rationnel. Et en fait, c'est parce que j'ai coupé à cet endroit-là, à ce moment-là, que je me suis retrouvé à 20 mètres du type quand il s'est levé pour frapper les bébés avec son couteau. Tu l'as vu se lever? Donc moi, j'étais en train de marcher. Et là, donc, tu entends un grand cri, une maman qui crie. Tu lèves la tête. Tu vois un grand type qui court avec un truc noir dans la main. Tu vois une maman qui gueule, qui prend son enfant dans ses bras. Tu fais qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de lui voler son téléphone ou quoi que ce soit. Tu regardes le type qui court. C'est pas un téléphone qu'il a dans la main, c'est un couteau de 20 cm. Donc là, en une demi-seconde, tu as réalisé ce qui se passait, quoi. Et surtout, tu le vois courir vers le petit square où il y a tous les autres enfants qui jouent. Donc là, la décision, elle est triple.
C'est ce que je te disais au tout début. Soit tu filmes, soit tu fuis, soit tu agis. Jamais tu m'entendras jeter le blâme sur, Aucun des trois. sur aucune des trois options. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que la réaction qu'on a à ce moment-là, ça dépend de qui on est aussi. Si t'es mère de famille avec tes gosses, c'est normal que tu fuis. Si t'es père de famille avec des gosses, c'est normal que tu fuis. Si t'es une personne un peu plus âgée, avec moins de capacité physique qu'un jeune de 24 ans, c'est normal que tu fuis. Tu vois ? Et si tu filmes, c'est aussi la volonté de vouloir apporter la preuve de ce qui est en train de se passer pour pouvoir aider plus tard à l'enquête ou je sais pas trop quoi. Donc le problème de tous les gens qui filment, parfois, et personne qui va aider, ça c'est un autre problème aussi. Oui. Et donc moi, j'ai décidé d'agir. Donc tu as un acte de la volonté. Qu'est-ce qui m'a poussé à agir ? C'est encore un mystère. Je sais pas, mais j'ai posé la décision d'agir. En fait, pour tout te dire, à ce moment-là, il y a 2 images qui se sont imposées à moi. Tu connais Arnaud Beltrame ? Oui, le gendarme qui est décédé dans l'Aude. Ouais. Qui s'est mis à la place... dans un supermarché. Qui s'est mis en otage à la place de quelqu'un d'autre et qui s'est fait égorger. À ce moment-là, j'ai eu son image en tête et je me suis dit, il l'a fait, je le fais. Je me suis dit ça, j'ai posé l'acte de la volonté, donc en fait tu commences à courir, et là le cerveau il débranche. Là le cerveau il débranche, tu vois je tremble rien qu'en parler. Mais, et en fait c'est la psy qui m'a expliqué ça plus tard, dans ce genre de situation, pour que tu sois capable de réagir, le cerveau te drogue. Il prend toutes les hormones que tu as dans le corps, et il te fout les curseurs au max. Donc en fait t'es empoisonné entre guillemets. Le temps ralentit vraiment, ton champ de vision s'élargit vraiment, et tu deviens dans un état d'hyper-vigilance pour que tu sois capable de réagir. D'être au top physiquement pour ouais. affronter, quoi. Et donc là, mais t'as plus aucune capacité de raisonnement. Tout ce que tu fais, c'est du full instinct. Tu as plus peur à ce moment-là ? Est-ce qu'on oublie la peur quand tu es dans cet effet un peu Moi, je pense que mon action a été nourrie de la peur, pas pour moi, pour les bébés. Quand tu vois le type qui commence à enfoncer ses couteaux dans les poussettes en face de toi, tu vois. Et donc, je commence à courir. Le premier, la maman, il avait été touché parce que... Je crois que oui. Ouais. Je serais incapable de te redire. Mais du coup, en fait, à un moment, le mec me voit arriver. Il se retourne vers moi. Il essaye de me planter. Je recule pas. Je l'esquive. J'essaye de lui foutre des coups de sac. Il esquive. Et du coup, il comprend que je vais pas partir. Il comprend que je vais lui coller aux fesses. Mais tout ça, je l'ai pas rationalisé. Tu vois. J'essaie de faire un truc, mais de façon complètement instinctive, tu vois. Il faut avoir un courage, là. Et du coup, je commence à le poursuivre. Il retourne dans le square pour retaper les enfants en face de moi. Donc une deuxième fois. Continue. Je le poursuis, je lui refous des coups de sac pour le faire fuir, etc. Toi, t'as rien d'autre que ton sac. T'as pas les bâtons de marche, tu disais. Non, rien pour le faire. En fait, donc j'avais mon gros sac et j'avais mes bâtons de marche. Ils étaient accrochés derrière sur mon sac. Du coup, à dispo, j'avais que mon petit sac devant. J'avais mon gros sac derrière, mon petit sac devant. Et c'est mon petit sac que j'ai saisi. Et donc je commence. Je pourrais pas te refaire tout le déroulé parce que c'est un peu flou dans ma tête, mais du coup, je le poursuis, etc. Donc après, il ressort du square, il arrive sur le parc. Et là, donc là, il y a un peu un moment de flottement parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Il s'est rendu compte que je suis toujours derrière ses basques. Là, je commence à pouvoir de nouveau parler, je commence à gueuler, je commence à appeler à l'aide. On commence à me dire, c'est bon, la police est prévenue, elle va arriver. Là, je comprends ce que j'ai à faire, c'est juste le maintenir en dehors de tout le monde, tu vois. Et là, il y a des gens qui commencent à arriver auprès de moi. Tu vois, j'ai pas du tout été le seul à réagir, j'étais le premier, j'ai pas été le seul. Et il y a des types, je pense à Lilian, un jeune de 19 ans aussi, qui avait mis d'abord une de ses potes en sécurité sur un pédalo, en l'envoyant loin sur le lac, qui lui a sauté à l'eau et qui a couru aussi à mes côtés. Fort aussi. Et je dis, tiens, viens, on va essayer de le bloquer, etc. J'appelle un autre type, je crois que ça devait être un prof de sport, pour dire, tiens, toi, tu le prends par la gauche. Au loin, je vois 2 employés municipaux avec des pelles. Je leur dis, venez, essayez de le frapper avec votre pelle, machin, etc. Donc, en fait, on commence T'organises, en fait. Ouais, en fait, on commence à être 5 ou 6 un peu autour de lui. Donc, lui, il comprend c'est pour ça qu'il y a dans les vidéos, il y a un peu un moment de flottement. Oui, il regarde à gauche, à droite. Donc, on ralentit, etc. Lui, moi, j'ai pas approché de lui. Le mec, il fait 2 fois ma carrure, il a un couteau de 20 cm dans les mains. Oui, c'est du suicide si tu t'approches là. Bah oui, et pour le coup, il est éloigné des enfants déjà à ce moment-là. Mais donc, en fait, il y a encore un vieux qui n'a pas trop compris ce qui se passe, qui est assis sur un banc. Donc là, il le voit, il commence à courir vers lui. Donc là, on comprend ce qui va se passer.
Donc on essaye de courir. À ce moment, j'arrive avec client, machin, etc. Donc j'arrive à temps, j'arrive à prendre le mec, à le mettre derrière. Le vieux monsieur ? Oui. Donc il se prend juste un coup de couteau là, bon, pas très grave. Et après, le mec, il comprend qu'il est fichu parce qu'on est de plus en plus nombreux à arriver autour de lui. Il y a d'autres hommes qui arrivent ? Ouais, à ce moment-là, tu as les employés municipaux qui rappliquent, machin, etc. Mais il y a un autre couple de vieux, je crois que c'était des Anglais, de vieux Anglais qui sont encore au fond du parc, qui n'ont pas trop compris ce qui se passe. L'agresseur les voit et commence à tracer vers lui, mais il commence à courir comme un dératé, ils étaient un peu loin quand même. Du coup, nous, on essaye de le poursuivre. Et en fait, au moment où il arrive sur la dernière personne âgée, à ce moment-là, je suis rattrapé par la police municipale, qui me dit « c'est qui ?» Là, je lui dis « c'est le gars là en face avec le foulard sur la tête ». Il portait un kéfé, le gars. Et là, le policier... ils étaient armés, les polices municipales, là-bas, parce qu'il y a des policiers... Et là, tu vois, donc là, bam, et je vois... Ah, il tire direct ? Ouais, je vois le type qui s'effondre, mais sur le vieux. Et en fait, le vieux, j'ai appris plus tard que le vieux, à ce moment-là, s'est pris 2 coups de couteau et la balle du policier. Oui. Il a raté son tir ? Bah, ils étaient l'un sur l'autre, en fait. Donc, la balle a touché les deux ? Donc, en fait, le vieux s'est pris 2 coups de couteau dans le dos par l'agresseur, plus la balle du policier. Mais l'agresseur a été touché ou pas du tout ? L'agresseur, à ce moment-là, donc là, il y a un autre gars qui s'appelle le colonel Fougère, que j'ai recroisé, il était avec moi à la cérémonie d'ouverture de la cathédrale aussi, qui était un officier de gendarmerie. Il était là un peu en vacances ou en entraînement de vélo autour du lac d'Annecy. Et donc lui, il arrive à ce moment-là et il saute sur le gars, sur l'agresseur, pour lui faire la clé de bras, machin, etc. Et à ce moment-là aussi, tu as 2 motards de la police qui arrivent et blam, qui le plaquent. Et donc, entre le premier coup de fil et l'arrivée de la police et on va dire, la neutralisation de l'agresseur, je crois qu'il y a eu 6 minutes. 5 minutes, je crois. 5 minutes. Genre juste 1 minute avant que la police soit prévenue, ça fait 6 ou 7 minutes d'action. C'est long. Hein. Ce qui est très court en soi, mais hyper long. Dans ma tête, c'était une demi-heure. Ah bah ouais, ça ne s'arrête pas. Oui. Voilà. Et donc après... Donc non, vas-y. Au contraire, il n'a pas été touché, du coup, l'agresseur ? Non, mais il a été maîtrisé à ce moment-là. Le policier... Après, je sais pas. Après, on va pas... Il va y avoir une enquête. Et le monsieur Et tout le monde s'en est sorti. Même le vieux monsieur ? Oui. Putain, le pauvre, il se prend 2 coups de couteau par un agresseur et la balle du policier en plus. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. J'espère que mes souvenirs sont pas erronés, mais c'est ce qu'on m'a dit le lendemain et le surlendemain. Et donc, comment ça se passe après ? Alors, tu vas voir les après, bébés, moi, je vois les bébés ? Je vois le type 10 mètres devant moi se faire maîtriser par la police. Et donc là, je fais demi-tour et je recours en arrière. Je vais voir la première personne âgée qui s'était fait... donc je vois qu'il a juste un coup de couteau là, que c'est assez superficiel. Donc je me dis, bon, c'est bon. Et donc là, je retourne vers le parc aux enfants, vers le petit square. Et là, j'arrive, et donc tu vois les enfants étendus dans leur sang. Je vois qu'il y a déjà des personnes, notamment une dame qui s'appelle... J'ai oublié son nom, mais elle a fait la une de Paris Match, elle est gendarme réserviste, etc. Elle a été décorée, elle aussi. Je suis désolé pour elle, j'ai oublié son prénom. Mais donc une dame aussi qui faisait les premiers coins de compression, donc qui a techniquement sauvé la vie des enfants. Et moi, à ce moment-là, bug matrice, je m'effondre par terre. C'est vrai ? Oui. En fait, j'arrive devant eux, je vois les corps étendus par terre, et je me sens complètement impuissant. Et en fait, ce que la psy m'a dit après, c'est normal, ton corps a juste arrêté, il a tout lâché. Mais t'as fait un état de choc, tout avec une hypoglycémie, avec tout pareil. Il a tellement, en fait... Ouais, et en fait, je me suis retrouvé par terre, incapable de bouger, les poings contractés, la mâchoire contractée, incapable de parler, et juste essayer de respirer. Mais c'est normal, en fait, c'est le post-choc, tu vois. Et des bébés ont été donc grièvement blessés 4 ou 5, 4, je crois. Ouais. Mais tous sont sortis. Tous s'en sont sortis. Et toi, c'est la vue des bébés qui t'a... Voilà, ça m'a... Mais je m'en veux, parce que j'aurais dû faire quelque chose, mais j'étais incapable. J'ai été strictement incapable. Bon, heureusement, à ce moment-là, les pompiers et les policiers commencent à arriver aussi. Donc, voilà. Techniquement, t'as pas à t'en vouloir, je crois que t'en as sauvé. C'est que, on s'en veut toujours de ne pas arrêter peut-être là quelques secondes avant ou de ne pas avoir évité un coup ou machin, mais oui. Ça devait être... C'est l'horreur.
un parc pour bébés, de voir ça comme ça, visuellement, on va en parler après de la santé mentale, etc. Machin. Le gars, donc, il est emmené. Toi, t'es directement pris par la police. Non. Si t'es allongé par terre, il y a les pompiers qui viennent t'aider. Non, il y a un premier policier qui vient me voir. Je lui dis, voilà, je suis témoin, j'ai tout vu. Je pourrais raconter. Il m'a dit, ok, restez là, on va s'occuper de vous. Là, non, on attend 1 heure, 1h30 avant que tout le monde, que la zone soit sécurisée, que tout le monde soit emmené à l'hôpital, etc. Après, t'es récupéré. Les témoins sont, on devait être une 40aine de témoins, je crois. On est mis à part. On nous demande de ne pas parler entre nous pour pas contaminer nos témoignages. Ah, waouh. Mais là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une énorme machine qui se met en place. Hein. Très rapidement. Ah ouais, non, pour le coup, c'est bluffant. Hein. Les systèmes... Enfin, tu sens qu'il y a quand même une mécanique bien huilée au niveau de l'État, des forces de l'ordre, des forces d'intervention, etc. Tu sais que Annecy, il y a le 27e BCA, donc les chasseurs alpins, ils étaient pas loin. Donc tout de suite, tu as un contingent de 4 ou 5 mecs chasseurs alpins qui sont arrivés tout de suite sur lui aussi pour sécuriser, machin, etc. Tu vois 1, 2, 4, 5 ambulances débarquer, l'hélico, 2 hélicos, en l'espace de 20 minutes. Après, malheureusement, les militaires qui arrivent après pour sécuriser, c'est trop tard, quoi. Bah ouais, mais... Il faut sécuriser avant, quoi. Voilà, mais donc voilà, donc nous on est mis à l'ECA, puis après on est emmené à la préfecture d'Annecy. Et là, il y a eu 3 heures de déposition où le policier m'a fait parler pendant 3 heures pour raconter en 3 heures 6 minutes d'action. Ouais, c'est vraiment... Il te charcute, ça a été horrible. Il a fallu tout raconter dans le moindre détail, seconde par seconde. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Mais non, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Non. Et puis après, genre... Ils n'avaient pas vu les vidéos encore sur les réseaux sociaux les vidéos sont apparues un peu plus tard. Et donc moi, je sors de la préfecture vers 15h30, et c'est à ce moment-là que justement que les vidéos sortent sur Internet, sur Twitter, etc. J'avais 12 000 abonnés à ce moment-là sur Instagram. J'étais au chômage, donc j'avais mon profil LinkedIn en public, tu vois, en recherche d'emploi sur LinkedIn, avec mon numéro de téléphone bien affiché. Tu vois. Donc forcément, on me reconnaît. Forcément, les journalistes trouvent hyper facilement mon numéro de téléphone. Et donc forcément, à partir de 15h30, mon portable se met à sonner toutes les 30 secondes. Ah ouais? Toutes les 30 secondes. Et là, tu sens la machine médiatique qui se met en place. Tu vois. Et donc moi, je réponds pas, je dis non, je veux pas répondre, machin, etc. Je rentre chez mon oncle et ma tante. Enfin, tu vois, ils savent que c'est toi qui as sauvé au moment où tu rentres? Bah, ils apprennent à ce moment-là. Mon oncle rentre d'urgence du boulot, ma tante rentre d'urgence du boulot aussi. Enfin bref, il m'accueille, machin, etc. Bon, bah, essaye de décompresser, essaye d'aller dormir, impossible de dormir. Bon, bah, va te baigner, je vais me baigner, tu vois. Et 20h30, en plein dîner, ding dong. Mon oncle va ouvrir. Bonjour, c'est BFM TV, on sait qu'Henri est là, on aimerait l'avoir en interview, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Si. Mais attendez, mais... comment vous savez que c'est vous? Comment vous savez que c'est lui qui est intervenu? Bah, on l'a identifié sur les vidéos, machin, etc. Mais comment vous savez qu'il est là? Bah, il n'a pas désactivé sa géolocalisation sur son téléphone. Oh, mais non. Si. Mais comment ils ont pu te avec quelle appli? Je sais pas. Putain, c'est fou. Arrête, c'est incroyable. Je sais pas. Putain, ils sont forts, hein, c'est des enquêteurs, quoi, les gars. Oui. Et du coup, tu leur dis non? Du coup, on leur dit non. Mon oncle les renvoie au boulet en disant mais non, de toute façon, il a pas envie de parler, machin, etc. Et moi, à ce moment-là, je voulais pas parler dans les médias. Je suis pas naïf. Je sais dans quel monde on vit, je sais comment ça se passe. J'avais aucune envie d'alimenter le jeu médiatique, j'avais aucune envie qu'on parle de moi, j'avais aucune envie qu'on parle de l'attaque, si tu veux. Pour moi, c'était déjà suffisamment traumatisant. Oui, t'avais envie de te reposer, là. Ouais, non, c'était... Tu devais être rincé, en plus. Mais il y a eu quand même... En fait, mais après, c'est pendant la nuit qu'il y a eu un travail qui s'est fait. J'ai commencé à discuter avec des amis, avec mes parents, et que j'ai compris peut-être qu'il fallait que j'intervienne médiatiquement, justement pour faire passer un message qui redonne un peu... tu vois, je me suis dit... Comment dire? Je me suis dit, c'est peut-être pas anodin que je sois là. Pourquoi? Si on prend la situation avec un peu de recul, on a un demandeur d'asile syrien à Annecy, en France, qui poignarde des enfants en brandissant dans sa main gauche un crucifix, en criant pendant l'attaque « In the name of Jesus Christ », donc au nom de Jésus-Christ. Il se retrouve... il poignarde des enfants et il se retrouve face à un type catho-pratiquant, ou en tout cas qui essaye de pratiquer correctement, qui fait le tour de France des cathédrales. Donc tu vois, une espèce de pèlerin un peu loufoque, tu vois, qui fait une grande aventure de 9 mois, et qui intervient et qui l'empêche d'accéder totalement à ses fins. Tu prends la suite avec un peu de recul, tu fais... Je me souviens d'un journaliste du Parisien, il me regarde,
Et il fait, mais en fait, c'est un combat eschatologique, ce qui s'est passé. Je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Eschatologique, ça veut dire, c'est le mot compliqué pour dire que c'est un combat entre le bien avec un grand B majuscule et le mal avec un grand M majuscule. Tu vois Dieu contre le diable, quoi, en gros. Ouais. Je dis, mais en fait, peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a, dans le symbole de l'attaque, peut-être qu'il y a un peu de ça. Tu vois. Et peut-être que moi qui ne crois pas en la chance mais en la providence, je pense que peut-être que si le bon Dieu a voulu que je sois là, que je prenne ce chemin-là, à cet horaire précis-là, c'est peut-être pas pour rien. Et là, je me souviens d'un ami que j'ai au téléphone et qui me dit, avec qui je commence à partager mes doutes. Je lui dis, mais je me fais harceler par les médias, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'interviens? Il m'a dit, Henri, t'as pas compris. La question, c'est pas de savoir si tu vas intervenir dans les médias ou pas. La question, c'est pas de savoir si tu vas parler ou pas. La question, c'est quoi ton message? C'est quoi ton message? Là, je me suis dit, ok, quel est mon message? Et du coup, je sais pas si tu te souviens, mais donc le lendemain de l'attaque, j'ai dit ça, donc j'ai enchaîné, j'ai commencé CNews, j'ai enchaîné TF1, LCI, BFM, Europe 1, enfin j'ai tout fait, tu vois, RTL, tous. Et je me souviens, ils m'ont tous à peu près posé la même question, et donc je me souviens avoir dit, mais si j'ai agi comme chaque Français devrait agir, à partir du moment où il se nourrit de ce qu'il y a de plus grand et de plus beau dans notre pays. Et en fait, c'est ce que je crois profondément. Si j'ai été capable d'agir à ce moment-là, c'est parce que pendant 2 mois et demi avant, je me suis nourri du sourire des gens, de leur générosité, de leur hospitalité. Je me suis nourri de la beauté des paysages de France et je me suis nourri du cadeau de nos ancêtres que sont les cathédrales. Et c'est parce que je m'étais nourri de toutes ces grandes et belles choses que sur le coup, le mal m'est devenu insupportable. Et qu'en fait, ça m'a poussé, même malgré moi, à agir. Tu vois ? Tu lui réponds, tu lui parles aux terroristes, vous échangez, tu hurles dessus, qu'est-ce que vous vous dites? Donc il crie « In the name of Jesus Christ ». Il commence à dire « My wife, my daughter », je sais pas trop quoi, enfin je me souviens plus très bien. Et je réponds « Non, pas Jésus-Christ, t'as rien à voir avec Jésus-Christ ». En fait. Je lui dis « Non, je gueule ça aussi, moi t'as rien à voir avec Jésus-Christ, toi t'es le diable ». Je lui dis ça, toi t'es le diable. Et c'est ce que j'ai dit le lendemain matin quand on m'a dit « Mais qu'est-ce que vous en pensez d'un chrétien qui tue le nom de Jésus-Christ ?» Je lui disais « Alors, je sais pas s'il est chrétien ou pas, à la limite, ça me regarde pas. Ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait est fondamentalement anti-chrétien. On ne peut pas tuer des enfants qui sont l'innocence et la pureté même au nom de Jésus-Christ, qui lui-même s'est offert en sacrifice pour nous. Tu vois, c'est pas possible, c'est contre tout, c'est contre toute la Bible. On a eu des réponses à cette question depuis ? Oui. Le dossier du gars est connu maintenant. J'ai rencontré d'ailleurs la magistrate qui s'était occupée de son dossier. C'est un ancien de l'armée de Bachar al-Assad, déserteur, affilié État islamique, qui a fait des bêtises avec l'État islamique, qui a trouvé au bout d'un moment que c'était pas très drôle, qui donc a voulu demander l'asile politique en Europe, mais on lui a dit pour pouvoir avoir l'asile politique en Europe, il faut que tu sois soit chrétien d'Orient, soit homosexuel. Enfin, déclaré en tant que chrétien d'Orient ou déclaré en tant qu'homosexuel, ça va te faciliter les démarches. Et donc il s'est déclaré chrétien d'Orient, donc en fait il a faussé son identité en Turquie. Et en fait après il a dragué une vraie chrétienne d'Orient pour le coup, il a refait sa vie avec elle en Suède, mais la fille au bout d'un moment s'est rendu compte de la supercherie, donc ils ont eu quand même un gosse ensemble, etc. Il allait jamais à la messe. Il y a eu BFM TV a fait des enquêtes d'ailleurs sur place, etc. Ils sont allés voir, mais le type vous l'avez déjà vu, machin, etc. Les chrétiens en Suède qui disent bah non on l'a jamais vu ce type, on sait pas qui c'est, enfin bref. Et donc les autorités suédoises l'ont attrapé, ont regardé son dossier, ont fait mais en fait t'as rien à faire ici. Donc il l'a expulsé. Il arrive en Suisse, il a fait la demande d'asile en Suisse. La Suisse lui a dit non. Il arrive en France, il a fait la demande d'asile en France. La France a dit non, mais il est resté en France. Et donc il n'était pas catholique. Son dossier dit que non. Moi, je pense qu'il était fou. Et d'ailleurs, il est en cellule psy. Même si tu me permets d'avoir ce regard plus spirituel, je pense qu'il était possédé. Mais bon, ça m'appartient. Il est en cellule psy toujours aujourd'hui? Il n'est pas allé en prison? Faudrait reposer la question, mais je crois pas. Je crois qu'il est en cellule psy. Enfin, c'est de la prison psy, quoi. Oui, c'est de la... Ouais. Ouais. Ils ont porté plainte, les familles qui ont les bébés? Je sais pas. Moi, je l'ai pas fait et je sais pas. Toi, tu l'as pas fait? Non. Pour quelle raison? Je sais pas. Je suis encore tiraillé. J'ai envie de te répondre sur le fond. Ce que je fais aujourd'hui, si j'ai écrit ce livre, si je viens témoigner dans les médias et si je viens te voir aussi aujourd'hui, c'est parce que
j'ai aussi envie, moi, de m'exorciser par rapport à tout ce que j'ai vécu, donc au moment d'Annecy, etc. Transmettre tout ce qui m'a nourri avant et après, pendant mon tour de France des cathédrales, parce que je trouve qu'on vit dans un monde où on se regarde suffisamment le bidon et on se lamente suffisamment sur les choses mauvaises et moches qu'il y a autour de nous. Tu vois ? Et que la machine médiatique alimente sans arrêt ça. Et je trouve qu'on a besoin de se nourrir de beau et de grand. Tu vois ? Et c'est pour ça que je témoigne, c'est pour ça que j'utilise aussi cet événement pour faire passer un message qui me dépasse, qui est le cadeau de nos ancêtres, qui en fait, ils nous ont légué un patrimoine comme un cadeau transmis dans le temps long, comme une œuvre de civilisation. Ils nous ont dit, voilà, on a réfléchi sur le temps long, on s'est lancé dans un édifice dont on ne verrait pas la fin. Aujourd'hui, vous devez l'entretenir pour le transmettre. Et en fait, si je raconte tout ça, c'est pour inviter les gens à relever la tête et à se refixer un idéal de beauté. Que nous dit aujourd'hui la renaissance de Notre-Dame de Paris ? C'est la grande question. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ? Petite pause sur tes parents, on n'en parle pas depuis tout à l'heure. Quand tu es chez tes oncles et tantes à Annecy, juste après l'attaque, il y a les vidéos qui tournent partout. Tes parents la prennent comment ? C'est moi qui leur mets un message vocal sur la discussion familiale. Une demi-heure après l'attaque, je crois. J'avais encore la mâchoire bloquée. Je pense que le message doit être encore dans les archives de la discussion familiale. Mais donc, je leur dis, bon, bah voilà, vous allez voir un truc dans les médias, sortir dans les news, je pense. Il vient d'avoir un attentat à Annecy, je suis intervenu, mais je vais bien, mais il faut prier pour les enfants qui sont... Voilà, je leur dis juste ça. Ma mère me rappelle dans la foulée, elle était en larmes. Elle dit, tu vas bien, machin, etc. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touché, ce que j'ai appris après, c'est qu'en fait, ma famille est quand même assez impliquée dans le réseau catholique aussi en région parisienne. Et donc, tout de suite, ils ont mobilisé plein de religieux, de prêtres, etc. Et il y a eu beaucoup de messes qui ont été dites pour les enfants, tout de suite, dans la foulée. Et donc ça m'a beaucoup touché. Il y a eu tout de suite des chaînes de prière qui se sont mises en place. Peut-être que ça a aussi favorisé le fait qu'ils soient aujourd'hui vivants. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Tu as eu des nouvelles des parents ? Est-ce que certains t'ont remercié, t'ont écrit, des papas qui n'étaient pas là, mais qui ont vu la vidéo des enfants ? Oui, où ils avaient leur fils dans le parc. J'ai eu un seul contact avec un des pères de famille qui m'a remercié en message LinkedIn. Mais la discussion n'est pas allée très loin. Je pense que j'ai eu un des patrons d'un des parents qui m'a dit toute l'entreprise de mon salarié est sous le choc. Moi, en tant que patron de mon salarié, je tiens vraiment à te remercier. J'ai mis en place une cellule psy, même au sein de mon entreprise, pour accompagner les salariés qui sont complètement sous le choc, parce que ils sont tous des enfants, ils sont tous... tu sais, c'est les entreprises de frontaliers. Ils vont bosser à Genève, ils rentrent en France, donc en fait, ils sont tous dans les mêmes milieux, les mêmes cercles, ils emmènent tous leurs enfants jouer dans le paquet à Annecy, tu vois. Mais j'ai pas eu beaucoup de contacts, et je pense que c'est tant mieux, parce qu'au départ, je pense que j'en suis pas prêt. Je suis même pas sûr que je sois prêt à avoir un contact avec eux, même aujourd'hui. C'est vrai ? Oui. C'est encore trop frais ? Je sais pas. Mais je te dis, j'ai trop du mal de... Et d'ailleurs, j'espère qu'à travers mes témoignages, sur ça d'ailleurs que j'aime pas trop parler d'Annecy, mais là je l'ai fait longuement parce qu'on est sur les gens et je suis avec toi, mais je préfère parler des cathédrales parce que je préfère sortir du sujet pour vraiment axer sur quelque chose qui nous dépasse et qui est beau, mais en fait, je te le dis, sincèrement, j'ai peur vraiment en parlant de leur faire du mal. C'est encore un gros complexe. De leur faire du mal ? Oui. Aux familles ? Oui. En ressassant l'histoire, en parlant, je sais pas. C'est quelque chose qui me paralyse encore un peu aujourd'hui. Oui. Tu vas rencontrer le président de la République ? Oui, le lendemain de l'attaque. Emmanuel Macron, le lendemain, il vient à Annecy ? Oui. Toi, tu es convoqué par la police, tu es appelé par qui ? Je l'apprends 3 heures avant, en interview. Je crois que ça devait être Bruce Toussaint ou quelque chose comme ça, qui me dit « Henri, tu vas rencontrer le président ?» Je fais « Ah bon ?» J'étais en live. Il le savait avant toi ? Oui. Et après, je reçois un texto « Bonjour, ici, service de sécurité de la police, machin, etc. On va vous envoyer une escorte pour vous emmener à la préfecture de d'Annecy. Vous allez rencontrer le président, machin, etc. Il veut vous voir. » Voilà. Et là, tu te demandes un peu... Là, je me dis « Bon, bah, tu sais, mais t'es encore sous le choc. Hein. Tu sais pas, tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas, tu fais « Bon, bah, d'accord. » T'essayes de suivre. Hein. Juste t'essayes de suivre, t'essayes de respirer, t'essayes de continuer à essayer de manger, même si t'y arrives pas. T'es dans un mode de survie. En fait, d'ailleurs, c'est ce que m'a dit la psy. Elle m'a dit,
l'état dans lequel tu es, donc l'état de choc, d'hypervigilance, etc., dans lequel tu es pendant l'attaque, normalement, il ne faut pas que tu restes trop longtemps parce que sinon le corps est trop empoisonné. Et normalement, il faut 1 mois de décompression pour 5 minutes de cet état-là, tu vois. Et elle m'a dit, toi, t'es resté dans cet état-là pendant 4 jours à cause de la médiatisation, machin, etc. T'es resté en état de tension totale pendant 4 jours. Il m'a fallu 3 mois pour retrouver un sommeil normal. Il va te dire quoi, le président ? Pas grand-chose, à vrai dire. Dans mon souvenir, c'était merci Henri. Je lui redis ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'étais là, etc. Et en fait, c'est surtout moi qui vais lui dire, Monsieur le Président, voilà, je suis en train de faire un tour de France des cathédrales. J'aimerais beaucoup être présent à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Pour moi, c'est hyper important. Tu veux lui dire ça ? Oui. Et il me dit, Henri, j'en fais une affaire personnelle. Je crois qu'il m'a dit un truc comme ça, j'en fais une affaire personnelle. Bon, ça a été filmé, enregistré, machin. Il n'est pas chaud après. Et donc, voilà. Il va tenir sa parole ? Il va tenir sa parole. J'ai été invité à l'inauguration le 7 et le 8. En son nom ? Enfin, je veux dire, tu vas recevoir une invitation. J'étais l'invité du président de la République, ce qui fait que le 7 au soir, j'étais dans le carré or. J'étais au milieu de tous les chefs d'État. C'est vrai ? J'étais sur du terrain, genre 2 rangées derrière Trump, derrière le prince William. Mais non, incroyable. Derrière le duc et la duchesse de Luxembourg, derrière le prince de Monaco. Enfin, tu dois te demander si c'est réel. À ma gauche, ouais, c'était absurde. À ma gauche, c'était des présidents africains, des présidents sud-américains. Enfin, c'était... D'ailleurs, je chantais plus fort qu'eux. Il y en a un d'eux qui se retourne, et comme ça, il me regarde, il fait... Bien joué. Et tu vois, t'es 2 rangs derrière Trump. Ouais. Il doit y avoir tous les secrets de service autour, non ? Il doit y avoir un nombre de mecs de sécurité. Même pas. Peut-être à l'extérieur. Dans la cathédrale, non. Dans la cathédrale, non. Après, c'est contrôlé, il n'y a que des chefs d'État. Tu remontes l'allée, tu croises la famille Arnaud, la famille Pinault, tu croises Elon Musk, enfin, tu croises tout. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe, genre Qu'est-ce qui se passe ? Et toi, tu vas devant eux. Et tu vas tout devant, et tu te retrouves à 3 mètres du prince William, au pied du pilier droit de la nef. D'ailleurs, c'est là où le célèbre écrivain Paul Claudel s'est converti. Vraiment, j'étais à 7 mètres de la statue de la Vierge du Pilier, tu vois, cette fameuse statue qui a survécu miraculeusement à l'incendie. Parce que la flèche est roulée en face d'elle. On vous met une photo qui s'affiche. Là. Voilà. J'étais vraiment à cet endroit, moi j'étais... Et puis, à partir du moment où la porte s'est ouverte, où la procession rentrait dans la cathédrale, je suis tombé en larmes. Ah oui ? Je devais avoir Pietro Figure, c'est au milieu de tous ces grands chefs d'État très sérieux. Puis à côté, t'as Henri qui était en mode... T'es content d'y être allé, du coup ? De ne pas avoir raté ça. Ah ouais, non, c'était hyper beau. C'était, j'ai envie de dire, c'était presque comme une manière de mettre un beau point final à mon aventure, même si elle n'est pas vraiment terminée et que ça va continuer. Pour terminer, ouais, justement, tu parles de l'évêque d'Annecy. L'évêque d'Annecy, juste, lui, il va te dire une chose assez importante pour toi. Tu le dis dans le livre, tu l'expliques. D'ailleurs, je rappelle, si jamais vous voulez vous chercher le livre, ou en faire un cadeau, voilà, Henri d'Anselme, le héros au sac à dos sur le chemin des cathédrales, c'est chez Fayard. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo. Voilà, si vous voulez retrouver tout son récit, tout son parcours, il est en photo avec un sac à dos. Si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast notamment, je vous mets le lien dans la description du podcast. Vous pouvez cliquer dessus pour aller le commander directement. Qu'est-ce qu'il va te dire, l'évêque d'Annecy ? Je le rencontre 3 jours après. Donc c'était un jeudi, je le rencontre le samedi matin, je crois. Donc 2 jours après. Et c'est le premier qui va me dire « Henri, je te remercie pas, je te considère pas comme un héros. Je te remercie pas pour ce que tu as fait, je considère que tu as fait ton devoir de chrétien et de scout. » Il m'a dit ça. Je lui dis « Monseigneur, vous êtes la première personne qui me dit ça. » Et ça me fait un bien fou. C'est vrai ? Parce qu'en fait, depuis 2 jours, j'étais tout le monde t'encense, monté comme un héros... comme un... Tu vois, et au bout d'un moment, ça te fait pas du bien à ta tête aussi. Hein, ça... Donc en fait, le fait que cet évêque-là me dise merci pour ce que... En fait, merci simplement d'avoir fait ton devoir, ça m'a vachement remis à ma place et je me suis senti bien. Je me suis dit, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis juste un mec normal qui a fait quelque chose qui est normal. Tu vas avoir des gens qui t'écrivent, des gens... célèbres qui vont t'écrire sur les réseaux sociaux pour te féliciter. Tu vas être surpris parfois de messages dans tes DM ou... Oui. Oui. J'ai eu tous ceux dont tu peux imaginer, je les ai eu au téléphone. Ouais. J'ai eu des très hautes figures politiques au téléphone, économiques. Mais tu as eu plein de messages étonnants. Je me souviens d'ailleurs, je tiens à remercier aussi Hugo Clément, qui m'a rendu... qui était un des premiers à
à mettre un message assez sincère qui en fait, m'a beaucoup touché, parce que ça a été un des premiers à dire merci Henri d'avoir agi comme un Français. Tu vois, il a mis ça, un message qui a buzzé sur ses réseaux. Et en fait, donc tu vois, je racontais aussi mon aventure à travers les réseaux. Et donc il y a eu l'hyper-médiatisation suite à l'attentat, etc. Et en fait, je reçois un texto à un moment vers 1h du matin, le vendredi ou le samedi soir, on me dit mais c'était pas les seuls, hein, mais je vais les citer parce que maintenant c'est avec eux que je travaille. Mais ils m'ont dit Henri, Canal+, le patron de Canal+ a un contrat reportage sur sa table. Je suis passé de pèlerin des cathédrales paumé sans le sou à le patron de Canal a un contrat reportage sur sa table. Tu vois, il n'y avait pas que eux qui m'ont sollicité, il y a eu beaucoup de grosses maisons médiatiques qui m'ont sollicité, mais je les cite eux parce que c'est avec eux que je travaille aujourd'hui. Pour faire quoi, ils te proposaient? J'ai fait des gros documentaires sur mon Tour de France des cathédrales qui ont été diffusés en janvier-février. On a fait venir des équipes donc après Annecy sur mon Tour de France des cathédrales, etc. Ils sont venus filmer, on a mis tout ça en scène, c'était absolument génial. Et là, le 27 décembre, j'ai mon gros documentaire sur Notre-Dame de Paris, qui raconte la renaissance de Notre-Dame de Paris, qui passe sur C8, MyCanal, tout ça. Il sera dispo sur MyCanal en replay après, comme ça, si vous voulez Oui, voir. oui, pendant quelques jours. Et vraiment, j'ai voulu, avec mes équipes et les réalisateurs avec qui j'ai bossé, qui sont extraordinaires et que je remercie, j'ai voulu vraiment, enfin, on a voulu raconter la renaissance matérielle, symbolique et spirituelle de Notre-Dame pour en faire pas que un récit didactique sur comment le chantier s'est passé, etc., mais quel est le symbole derrière tout ça et comment ça doit nous inspirer. Voilà. Tu vas gagner plus de 100 000 abonnés sur Instagram, tu disais. Oui. Ça te permet de médiatiser tout ça. Oui. On te reconnaît dans la rue après. Oui. Tu as toujours des retours. J'ai eu des moments un peu gênants même. 4 jours plus tard, je marchais un moment dans le centre d'Annecy. D'ailleurs, assez rapidement, j'étais accompagné par un gars pour aller je ne sais plus où d'ailleurs. Et donc, je traverse rapidement une place. Il y avait beaucoup de cafés, de bars, etc. Et là, il y a une personne qui se lève et qui fait « Oh, c'est Henri !» et qui commence à applaudir. Et là, mais trop bizarre. Je sais pas, il devait y avoir une quinzaine de cafés, tu vois, et tout le monde en terrasse se lève unanimement et commence à m'applaudir. Trop bizarre. Trop bizarre. Ouais, ça a dû te faire très trop bizarre. Tu fais quoi? Tu dis merci? Là, j'ai fait oh, waouh. Ouais, j'ai paniqué. Mais non, c'était très bizarre. T'as eu des avantages? Après, oui, je vais pas le cacher, il y a des côtés agréables aussi à la notoriété qui fait que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement en face de toi. Quand tu demandes un truc, en fait, tout d'un coup, mon Tour de France des cathédrales est devenu beaucoup plus facile parce que c'était pas simplement un pauvre pèlerin anonyme qui demande à pouvoir visiter le clocher de la cathédrale, c'est Henri qui demande à visiter le clocher de la cathédrale. On connaît sa démarche, elle est passée dans tous les médias de France. Donc oui, on va lui ouvrir la porte du clocher de la cathédrale, tu vois. Ça va plus vite. Donc de ce côté, c'est rassurant pour quelqu'un. Voilà. Et donc ça m'a ouvert beaucoup de portes, donc j'ai vu beaucoup de choses extraordinaires aussi grâce à ça. T'as pu dormir dehors après, c'est bon. Plus beaucoup, oui. Juste pour finir sur la santé mentale, t'es allé voir des psychologues après, t'es suivi par l'État ou par d'autres personnes d'ailleurs. Comment ça s'est passé ton suivi? Immédiatement après l'attaque, il y a une cellule psychologique de soutien du SAMU qui se met en place. Cellule d'urgence qui se met en place. Donc il y a un premier entretien, mais qui dure 5 minutes, hein, où juste tu vois un psychologue qui dit bon, ça va, machin, etc. Bon, voilà, des coordonnées de psychologue, n'hésitez pas à faire un suivi. En fait, ils sont plus là pour te dire vous allez avoir des conséquences psychologiques importantes. Solliciter des psychologues, voilà comment ça va se manifester dans le temps physiquement. C'est normal, faites attention. Bref. Donc moi, en fait, j'ai une psychologue d'ailleurs que ma mère connaissait, spécialisée syndrome post-traumatique. C'est ma mère qui m'a mis en relation le lendemain. Ça se manifeste comment? Tu dis, ils te préviennent qu'il va y avoir des manifestations physiques, c'est comme quoi? Perte de sommeil, perte d'appétit, des rêves troublés, un état d'hypervigilance, des idées noires. Moi, j'ai eu beaucoup d'idées noires pendant longtemps aussi. Et même en fait, ça a été plus difficile après l'aventure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu donc Annecy en juin 2023. Après, j'ai eu toute mon aventure des cathédrales jusqu'en décembre 2023. Et après, je suis rentré à Paris et j'ai repris une vie sédentaire en janvier 2024. Et en fait, là où ça a été le plus dur, c'était mars-avril 2024.
après avoir repris une vie sédentaire, d'avoir... il y a eu encore un battage médiatique en début d'année 2024 parce que je sortais mes documentaires, machin, ça, donc voilà. Mais donc après, un peu tout s'arrête, et là, il faut reprendre une vie normale. Et là, ça a été terrible parce que tous les soirs, tu pleures, tu remets tout en question, énorme syndrome de l'imposteur, idée noire, tu dors plus, de nouveau, perte d'appétit, perte de sommeil, et t'as d'hypervigilance, dès que tu prends le métro, t'as tous les scénarios, les pires scénarios qui t'arrivent, au moindre bruit, tu sursautes, tu fais comme ça. Et donc, ouais, c'était pas évident. C'était pas évident. Tu vas avoir la Légion d'honneur, pour terminer. 1er février 2024. Comment on te prévient que tu vas l'avoir ? En fait, je l'ai appris, comme tout le monde, par le télégramme 2 semaines après Annecy. Ça m'a énervé d'ailleurs. De quoi de l'apprendre Ouais, parce qu'en fait, c'était Emmanuel Macron avait soumis ça en question, je crois, en Conseil des ministres. Il avait émis la question, enfin, émis la possibilité en Conseil des ministres. Le télégramme en a eu vent et ils en ont fait un article comme quoi j'allais les recevoir. Mais les gars, j'ai pas été prévenu. La décision n'a pas été prise. C'était juste une hypothèse émise par le président, machin, etc. Enfin, c'est bon, calmez-vous. Et puis moi, j'étais pas comme ça. Moi, je considère que je la mérite pas. Enfin, non, ça suffit, quoi. C'est bon, laissez-moi vivre. Mais donc voilà. Et donc oui, je crois qu'après, mes parents donc reçoivent une lettre de l'Élysée. Emmanuel Macron serait heureux de recevoir le 14 juillet Henri à l'Élysée voilà. Et là, je réponds. J'accepte, même si je considérais que je la méritais pas, je dis je l'accepte parce que les gens l'ont demandé pour moi et que je comprends qu'elle est un symbole pour les gens aussi. Mais je ne vais pas interrompre mon tour de France des cathédrales pour ça. C'est vrai ? Oui. Pour moi, c'était trop important. C'était au-dessus. Je considère que ma quête des cathédrales était trop importante et j'avais pas envie surtout de m'interrompre dans cette démarche-là. Même en fait, il y avait ma santé mentale en jeu aussi en fait. J'allais pas tout à coup de nouveau me retrouver un mois après Annecy au milieu des caméras à l'Élysée. Non, c'est mort. C'était pas bien. C'était pas bien pour ma tête. Non, c'est fou. Et donc on a répondu. Henri la recevra avec joie des mains de son grand-père. Mon grand-père est général de l'armée de terre, de la cavalerie. Et donc il est lui-même officier de la Légion d'honneur. Et donc à ce titre-là, il peut me remettre ma Légion d'honneur. Et j'ai trouvé ça très beau que ce soit lui qui le fasse, d'autant plus que ça, il me l'avait pas dit, mais il me l'a appris le jour même. Il m'a dit « Henri, tu n'es pas le premier dans la famille à recevoir la Légion d'honneur à 25 ans. Mon père, donc mon arrière-grand-père, l'a aussi reçu à 25 ans pour fait d'armes pendant la Première Guerre mondiale. » C'est incroyable. Là, j'ai fait « wow. » Tu as 25 ans à la Légion d'honneur, t'imagines, c'est incroyable. Du coup, tu n'as pas revu le président ? Tu l'as revu à l'inauguration ? Je l'ai revu à l'inauguration. Il t'a salué ? Oui, je lui ai remis le livre, d'ailleurs, en lui disant... Voilà, monsieur le président, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur mon chemin des cathédrales. Aujourd'hui, je l'ai terminé et j'en ai fait un récit. Et ce récit est le témoignage de toute une France qui m'a accueilli et qui continue de s'accrocher à quelque chose qui nous dépasse, qui vous dépasse et qui les fait rêver. Voilà. Et je veux dire, et ce rêve-là, je l'incarne dans les cathédrales. Il faut que ça nous nourrisse, tous ensemble. Voilà. Il faut que ça soit quelque chose qui... Je suis persuadé. Là, si tu me permets, je repasse à propos des cathédrales. Je suis persuadé que la renaissance de Notre-Dame de Paris est un message très très fort pour notre génération aujourd'hui. Elle nous dit, on est capable aujourd'hui de rêver en grand, on est capable de se rassembler, de se fédérer autour d'un projet qui va nous dépasser dans le temps et dans l'espace, et qui est ce que j'appelle une œuvre de civilisation. Ça veut dire qu'elle incarne une dimension historique, architecturale, patrimoniale, artistique et spirituelle. Tu vois ? Donc en fait, tout ce qui fait un pays, une nation, une civilisation. Notre-Dame de Paris incarne ça, et le fait qu'aujourd'hui, en 2024, on l'ait reconstruite et que sa flèche se dresse de nouveau dans le ciel parisien, j'ai envie de dire aux gens, relevez la tête, elle est peut-être en train de nous donner une direction vers laquelle regarder. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Guillaume. Merci Henri. Félicitations déjà pour tout ça. Merci beaucoup. Ce que tu as fait, même si t'es pas un héros, tu l'as dit. Mais en vrai, félicitations. Oui. Non mais c'est agréable d'avoir des gens courageux qui viennent raconter ce qu'ils ont fait. Tu vois, là, c'était très intéressant. Ça s'appelle Le héros au sac à dos sur le chemin des cathédrales chez Fayard. Voilà, Henri d'Anselme. Mais si toi, t'es pas un héros, quand même... en tout cas, ça doit te faire plaisir aussi, quand même. Il faut savoir le recevoir, oui, compliment. Oui, il faut savoir recevoir. Ce qui a été difficile aussi, c'était de travailler sur le regard des gens, que les gens sur toi.
Mais j'espère qu'en fait, j'ai écrit vraiment ce livre pour transmettre cette idée-là qu'on a entre les mains un trésor qui nous invite à rêver en grand et qu'aujourd'hui, on a besoin de rêver en grand. Voilà. Merci mille fois, franchement c'est cool. T'as eu le temps de tout raconter, de tout dire. T'as vu, c'est agréable, on a le temps de parler, quoi. Ce dont on se dit, ce dont on parlait avant. Je vous mets le lien si vous voulez chercher le livre donc pour vous, pour en faire un cadeau, voilà, en cliquable dans la description de la vidéo YouTube. On vous met une vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches, et je vous le mets aussi dans la description du podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et tous les autres. On est voilà, aujourd'hui tournage numéro 1 des podcasts encore en France, donc merci mille fois. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, vous êtes entre 100 et 150 000 à nous retrouver chaque mois, donc merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire bravo d'ailleurs à Henri, ça lui fera plaisir. Tu vas lire les commentaires de la vidéo? Bah oui, forcément. Moi, tu sais, j'écoute les gens régulièrement. Ah, c'est vrai, merci. Si vous voulez aller mettre des commentaires, ça me fera plaisir, comme ça tu pourras lire ça le soir avant de te coucher, lire les commentaires, à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement, puis à mettre la petite cloche aussi pour être au courant de la prochaine sortie. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.